cette question de temps avant que l'intelligence artificielle nous permette de passer à de la traduction ou de l'adaptation en temps réel. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner la visioconférence ? On en parle cette semaine dans l'Hebdo avec Bruno Guglielminetti à propos d'un incroyable système de traduction automatique. Avant cela, l'actu de la semaine, c'est Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui est accusé d'être un menteur par une ancienne employée, ChatGPT qui pourrait arriver dans l'iPhone, un vaste coup de filet en Europe contre des pirates informatiques et le moteur de recherche Google victime d'une incroyable fuite de données. Un nouveau rendez-vous dans Monde Numérique. On retrouvera désormais chaque semaine le journaliste Jérôme Marin pour approfondir un sujet d'actu. Il nous parle cette semaine des ratés de l'intelligence artificielle du moteur de recherche Google. Et puis les interviews de la semaine. Retour à Vivatech où Airbus présentait son système d'avion autonome pour les phases de roulage. Étonnant prototype. Enfin, savez-vous que l'intelligence artificielle peut être bonne pour la planète ? C'est le sujet du dernier livre de Gilles Babinet du Conseil national du numérique. Il est mon invité. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 1er juin 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Hebdo. Comme chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews, plus d'une heure si vous écoutez la version premium sur Apple Podcast. Malheureusement pas disponible sur les autres plateformes pour des raisons techniques. Monde Numérique, c'est aussi un site web avec des articles, des transcriptions d'interviews ainsi qu'une newsletter. Et à ce sujet d'ailleurs, la newsletter s'appuie désormais sur une nouvelle plateforme technique. Alors ça ne change pas grand-chose si vous étiez abonné, sauf si vous étiez abonné via un service qui s'appelle Kill the Newsletter, qui permet de recevoir tout ça par flux RSS. Alors en fait, la nouvelle plateforme qui est Substack n'accepte pas le service Kill the Newsletter, donc vous risquez de ne plus recevoir les publications. Mais en revanche, il y a un flux RSS généré automatiquement, donc vous pouvez vous y abonner directement, c'est encore plus simple. Il suffit d'aller sur le site mondenumérique.info et de cliquer sur Newsletter, ou bien vous pouvez aussi utiliser l'application Substack. Voilà pour ces quelques informations pratiques. Merci pour vos commentaires, vos messages cette semaine encore sur les réseaux, par mail, etc. Et puis, merci aussi pour votre participation au sondage de Monde Numérique. Beaucoup de réponses, mais on laisse le sondage encore un peu en ligne. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à donner votre avis en répondant à ces quelques questions pour mieux comprendre ce qui vous intéresse dans ce podcast. Il suffit de cliquer sur le lien du sondage en description de cet épisode. Et je consacrerai d'ailleurs un article aux résultats d'ici quelques semaines. L'actu de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est avec une nouvelle journaliste virtuelle, une voix clonée sous contrôle humain, bien entendu. On était ces dernières semaines avec Nicolas. Je sais que parmi vous, beaucoup l'apprécient, mais quelques-uns un peu moins. Alors, on va varier les plaisirs. Donc, un peu d'indulgence pour la nouvelle venue. J'ai le plaisir d'accueillir Coco. Bonjour, je suis Coco, une voix clonée, et je vais vous présenter l'actualité de la semaine. Alors on commence avec OpenAI, la célèbre start-up américaine, maison mère de ChatGPT, qui fait à nouveau l'actualité cette semaine. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord à cause de déclarations particulièrement violentes d'une ancienne employée d'OpenAI à l'encontre du PDG Sam Altman. Elle s'appelle Ellen Toner. Elle était membre du conseil d'administration d'OpenAI. Elle s'est confiée dans un podcast américain, The TED AI Show, et elle ne mâche pas ses mots à l'encontre du PDG de la société. Ellen Toner révèle d'abord que si Sam Altman a été évincé l'an dernier, avant de revenir un peu plus tard, c'est parce qu'il aurait menti, notamment sur des questions financières. Il aurait également lancé ChatGPT sans en informer le board. En outre, il aurait instauré un climat toxique au sein d'OpenAI. Bref, il est habillé pour l'hiver, Sam Altman, par Ellen Toner. Alors c'est pas tout, parce qu'une autre actualité concerne cette entreprise. Forcément, OpenAI est très regardé en ce moment et on en parle tout le temps. C'est une réorganisation interne au sein de la société, mais une réorganisation qui a fait pas mal de bruit. Avec notamment le départ, il y a quelques semaines, d'Ilya Sutskever, le directeur scientifique de la société. Il incarnait une approche prudente du développement de l'IA, mais il était en première ligne dans la fronde contre Sam Altman.
Il paraissait donc difficile qu'il reste en poste. Dans la foulée, OpenAI a mis un terme à un service interne qui s'appelait Super Alignement, chargé de veiller au risque de dérapage de l'IA et qui était co-dirigé par Sutskever. Cela dit, OpenAI ne semble pas complètement tourner le dos aux préoccupations éthiques. L'entreprise vient d'annoncer la création d'un nouveau comité de sécurité, dont fait partie directement Sam Altman. Enfin, on parle beaucoup d'OpenAI pour un autre sujet encore, et qui risque bien de nous concerner de près, en tout cas les utilisateurs d'iPhone. C'est un probable rapprochement avec la marque à la pomme. En effet, OpenAI et Apple discuteraient depuis plusieurs mois déjà à propos de l'intégration de la technologie de ChatGPT dans les produits Apple, notamment sous la forme d'un chatbot. ChatGPT pourrait en quelque sorte remplacer ou au moins compléter Siri. Selon un article du site The Information, Sam Altman aurait rencontré des dirigeants d'Apple dès l'an dernier à ce sujet. On en saura peut-être plus le 10 juin prochain, lors de la keynote de la WWDC d'Apple. Cependant, ce rapprochement entre OpenAI et Apple inquiéterait Microsoft, car l'arrivée de millions d'utilisateurs d'Apple représenterait une charge très importante pour les centres de données de Microsoft qui font fonctionner ChatGPT. Et en tout cas, si ChatGPT arrivait dans l'iPhone, alors peut-être pas sous ce nom-là d'ailleurs, ce serait, à mon avis, une véritable claque. D'abord parce qu'il faut dire que Siri, l'assistant vocal actuel, est très fatigué. Il a beaucoup vieilli, en fait, il n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Il a donc besoin d'un sacré coup de jeune et j'ai pu tester récemment GPT-4o, la toute dernière version d'OpenAI, qui permet donc d'avoir une conversation quasiment sans délai, une conversation orale, et je peux vous dire que c'est absolument impressionnant. Donc si Apple intégrait cette technologie dans l'iPhone, avec donc un accès aux fonctions vraiment de l'iPhone, ce serait probablement ce qu'on appelle un game changer. Donc voilà, je vous en parle d'ailleurs dans un édito cette semaine, paru sur le fil de Monde Numérique. Réponse à ces interrogations le 10 juin prochain. C'est ce qu'on appelle un coup de pied dans la fourmilière. Europol, l'agence européenne de police criminelle, vient de démanteler un important réseau de pirates informatiques, un réseau qui s'étendait à travers plusieurs pays d'Europe. Et surtout, les autorités ont mis hors service plus d'une centaine de serveurs qui servaient à mener des attaques contre les entreprises. L'opération baptisée Endgame, en français « fin de partie », est l'aboutissement d'une enquête de plusieurs mois qui a impliqué des forces de l'ordre de plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 4 pirates informatiques ont été arrêtés en Arménie et en Ukraine. 8 autres sont activement recherchés. Ils sont accusés d'avoir développé et distribué des logiciels malveillants servant à mener 7000 attaques contre des entreprises et voler des informations sensibles comme des données bancaires, notamment via des rançongiciels. Les serveurs étaient situés dans différents pays européens ainsi qu'aux États-Unis et au Canada. L'un des principaux suspects aurait empoché près de 70 millions d'euros. D'autres arrestations pourraient avoir lieu dans les jours à venir. L'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme sur les dangers de l'intelligence artificielle. Dans un rapport, l'ONU estime qu'une véritable course contre la montre est engagée. Ce n'est pas la première fois que l'ONU met en garde contre les risques liés à l'IA, notamment en matière de surveillance numérique, de discrimination et d'atteinte à la vie privée. Le rapport de l'ONU évoque, par exemple, la reconnaissance faciale qui commence à être utilisée pour la surveillance de masse dans certains pays. Il évoque les risques en matière de désinformation via des fake news et les deepfakes, notamment auprès des plus jeunes. L'ONU appelle à une réglementation plus stricte de l'IA pour prévenir ces abus. Cela pourrait inclure des lois plus strictes sur la confidentialité des données et des restrictions sur l'utilisation de certaines technologies. C'est peut-être l'un des secrets d'Internet les mieux gardés et pourtant, il vient de fuiter de manière spectaculaire. En tout cas, des données liées aux fameux algorithmes de recherche du géant Google ont été dévoilées par des personnes visiblement mal intentionnées. Révélée par des spécialistes du référencement le 27 mai, cette fuite concernerait 2500 documents internes du moteur de recherche Google. Il s'agit d'informations telles que des requêtes de recherche, des adresses IP et d'autres informations potentiellement sensibles qui révéleraient
Pour une part, comment fonctionne la recherche de Google? Selon les deux experts, cela contredirait d'ailleurs certaines déclarations publiques des responsables de Google à ce sujet. Cependant, Google a rapidement réagi, mettant en garde contre des suppositions inexactes basées sur des informations hors contexte, obsolètes ou incomplètes. Voilà pour ce coup d'œil sur les news qu'il ne fallait pas rater. Merci à Coco, la voix virtuelle. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette Coco. C'est vrai qu'elle est un peu synthétique, je vous l'accorde, mais elle est assez reposante et c'est pour ça qu'elle a gagné le casting de Monde Numérique cette semaine. Google, justement, on va encore en parler, et cela à travers un nouveau rendez-vous et une nouvelle voix que j'ai le plaisir d'accueillir dans Monde Numérique. Et là, ce n'est pas une voix virtuelle. Il s'agit de mon confrère Jérôme Marin. Jérôme est journaliste, spécialiste des technologies depuis de longues années. Il a notamment travaillé dans la Silicon Valley pour différents médias français. Aujourd'hui, il anime la newsletter Café Tech, à laquelle je vous invite d'ailleurs à vous abonner. Et on retrouvera Jérôme chaque samedi dans l'hebdo, en partenariat avec Café Tech, pour approfondir un sujet d'actualité. Alors pour ce premier rendez-vous, Jérôme Marin nous parle de ce sale coup pour Google. Alors pas le sujet dont on vient de parler un instant, mais tout autre chose. C'est le nouveau système Overview censé associer l'intelligence artificielle à la recherche en ligne. Et malheureusement, il vient de connaître un démarrage catastrophique avec de nombreux résultats complètement erronés, voire carrément fantaisistes. Saviez-vous, Jérôme, qu'il est possible d'ajouter de la colle à la sauce tomate de votre pizza pour éviter que le fromage ne coule, ou encore qu'il est recommandé de manger un caillou par jour pour un apport en minéraux et en vitamines? Vous ne me croyez pas, ce sont pourtant des recommandations faites par Google, ou plutôt par la nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle générative intégrée au moteur de recherche depuis 15 jours aux États-Unis. Alors évidemment, Jérôme, n'ajoutez pas de la colle à votre pizza et ne mangez pas de cailloux, mais au-delà de leur côté amusant, ces deux conseils ne sont que deux exemples parmi tant d'autres erreurs de Google. Des erreurs qui soulèvent d'importantes questions sur la fiabilité du moteur de recherche et sur la qualité de l'information à l'heure de l'IA générative. D'ailleurs, la société américaine avait bien conscience du problème, c'est pour cela qu'elle a attendu plus d'1 an avant d'ajouter de l'IA à ses résultats de recherche. Et visiblement, elle aurait dû attendre encore un peu plus, mais la perspective de voir débarquer un rival développé par OpenAI, le concepteur de ChatGPT, l'a peut-être poussé à aller plus vite. Depuis mi-mai, les internautes américains ont donc le droit à un nouveau Google qui ajoute un module baptisé AI Overview au-dessus des traditionnels liens et extraits de sites internet. Il s'agit d'une réponse structurée alimentée par Gemini, le grand modèle de langage développé en interne. Google n'est pas le seul concerné. Les erreurs des IA génératives, appelées hallucinations, sont en effet inhérentes à leur fonctionnement car les modèles ne font que prédire leurs réponses. Des méthodes existent, certes, pour limiter ces erreurs, notamment en faisant appel à une base de connaissances réputée fiable. Sur Google, cette base est constituée de pages Internet considérées comme pertinentes, notamment en raison de leur popularité, et aussi des 16 milliards de messages postés sur Reddit à qui la société de Mountain View va verser près de 200 millions de dollars sur 3 ans. Mais malgré ces précautions, l'IA ne sait toujours pas distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Le conseil sur la pizza provient ainsi d'une blague faite sur Reddit, celui sur les cailloux d'un article publié par le site parodique américain The Onion. Pour sa défense, Google répond que les erreurs qui circulent ces derniers jours correspondent à des requêtes peu communes qui ne sont pas représentatives. Au-delà des réponses loufoques qui sont clairement identifiables et qui peuvent faire sourire, combien d'erreurs passent inaperçues et combien de réponses contiennent des éléments de désinformation? Une personne qui pose une question sur Google ne connaît généralement pas la réponse et n'a donc aucun moyen de savoir si les affirmations de Gemini ne sont pas correctes. Or, Google est réputé comme une source fiable d'informations que les internautes ne remettent pas souvent en doute. Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on tolère des erreurs de ChatGPT par exemple, parce qu'en plus c'est marqué en tout petit en bas de la page d'accueil du chatbot. Mais en revanche, Google, lui, le grand Google, n'a pas le droit à l'erreur en quelque sorte, parce que c'est son image de sérieux qui s'en retrouve complètement affectée sinon. Merci à Jérôme Marin de Café Tech, qu'on retrouvera la semaine prochaine dans l'hebdo. Et pour l'instant, direction Montréal, où nous attend un autre partenaire de Monde Numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin, bonjour. Et salut Bruno Guglielminetti, vous êtes là, cher ami. Finalement, j'y suis, oui. Avec un peu de décalage, évidemment, ça c'est l'horaire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bien rentré dans ton Québec natal?
Ouais, après ton petit séjour parisien. ouais, 48 heures à Paris, ça fait toujours du bien. Hein? C'était très rapide. On a presque pas eu le temps de se voir. Ah, ben écoute. Alors, on s'est vu quand même, avec François. En tout cas, moi, je t'ai entendu me parler. Je sais pas si tu m'écoutais quand je te répondais, mais je t'ai entendu. J'ai même vu la spéciale que tu as fait du Grand Débrief, là, qui sortait bien sur un grand plateau. Bah oui, tu y étais. Là, tu y étais en vrai. Ouais, mais là, je regardais, c'est autre chose. À regarder d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Alors, cette semaine, Bruno, on parle d'une innovation qui pourrait vraiment révolutionner les visioconférences. Hein. Et c'est une société que tu connais qui s'appelle Rask qui a lancé ça. Oui, Rask AI, ce sont des gens qui sont dans le paysage de l'intelligence artificielle et du travail avec la voix et l'image depuis, ça va faire un bon 2 ans là, que je les vois travailler là-dessus. Une boîte avec qui d'ailleurs je collabore à l'occasion, question d'être transparent. Et donc, ils arrivent aujourd'hui en nous présentant une démo. C'est pas disponible sur le marché, on ne sait pas comment ça va coûter, mais c'est une démo qui nous propose de voir quelqu'un qui est en train d'avoir une conversation en vidéoconférence en temps réel. Il a droit à de la traduction. Il choisit la langue dans laquelle il veut que ses propos soient traduits. Lui, à la base, c'est en anglais. Et donc, il clique sur la langue et puis, pouf, automatiquement, tout ce qu'il dit, ça sort. Pour l'exemple, c'est en espagnol. C'est assez bluffant de voir. C'est incroyable. La petite vidéo que tu as postée sur Twitter, ça m'a fait réagir sur X, est absolument hallucinante. Est-ce que, d'après toi, Bruno, c'est du vrai ou c'est du fake? Puisque, comme tu dis, ce n'est pour l'instant qu'une vidéo. Hein. Ouais. Selon moi, pour les connaître d'assez longtemps, j'ai l'impression que c'est vrai. Mais bon, ils nous promettent ça, c'est coming, là, donc ça s'en vient. Mais j'ai l'impression que ils ont pas la puissance machine aujourd'hui pour l'offrir en grand déploiement. Et d'ailleurs, il faudra voir comment ça va coûter. J'ai l'impression que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui va pouvoir se payer ça. Sauf que, il y a quelque chose qui est là, et les connaissant et travaillant déjà avec leurs outils, qui sont déjà assez performants, je me dis que c'était une question de temps. Et d'ailleurs, c'est la réaction que je commence à avoir un peu là sur X et sur LinkedIn. C'était une question de temps avant que l'intelligence artificielle nous permette de passer à de la traduction ou de l'adaptation en temps réel. Et la démo, c'est un peu ça ce qu'elle montre. Et c'est vraiment impressionnant. Et puis évidemment, après, notre imagination nous amène partout ailleurs, mais imagine de pouvoir faire des entrevues dans la langue que tu veux, puis après d'importer ça en français pour tes auditeurs, ou même d'avoir une conversation avec quelqu'un dont c'est pas du tout ta langue et de pouvoir l'entendre en français, par exemple. Ouais, il y a des applications professionnelles, bon pour nous évidemment journalistes, mais pas seulement. Hein, dans plein d'entreprises, ben voilà, il y a des gens qui ont besoin de travailler ensemble, de se parler, mais qui ne sont pas dans les mêmes pays, qui parlent pas la même langue, ou même pourquoi pas à titre personnel, ça peut avoir un intérêt également. Et c'est étonnant que ce soit une entreprise indépendante, enfin qui ne fait que de l'IA, qui lance ça, et que ce soit pas un Google ou un Microsoft. Et on se demande si un jour ce sera pas tout simplement intégré dans Google et Microsoft, d'autant plus que, rappelle-toi, Microsoft avait lancé quelque chose comme ça il y a quelques années. Alors, c'était pas de l'audio simultané, parce que c'est très difficile à faire, mais au moins une transcription écrite. La transcription sur le côté. On voyait, c'était en conférence, on voyait sur le côté. C'est déjà utilisé. Google propose la même chose. Mais quand on revient seulement il y a 2 semaines, quand OpenAI a présenté son 4O et GPT-4o, et qu'il utilisait pour faire de la traduction d'anglais à italien pour avoir une conversation, tout le monde a dit « Wow! » Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est dans les coffres, qui va nous offrir la traduction en temps réel. Alors ça, c'est... puis c'est une question de mois. Hein. Moi, j'ai l'impression que peut-être pour la rentrée, ça sera disponible. Alors, c'est pour te dire comment les choses avancent à pas de géant et très rapidement. À pas de géant, ouais. Alors, mais comme tu dis, ça risque de coûter assez cher parce que je crois que leur système actuel, qui n'est pas en temps réel, hein, mais de localisation, de traduction, c'est de l'ordre de 50 €
pour 25 minutes, quelque chose comme ça. Donc, mais ça inclut à la fois la traduction, la transcription, et ça permet. Et il y a aussi la possibilité. La synchronisation labiale. Exactement, la synchronisation des lèvres. Donc, on a vraiment l'impression. J'ai fait parler le roi Charles III de cette façon-là. Je me suis amusé. Mark Zuckerberg aussi. Alors, c'est pour te montrer, ça fonctionne très bien. C'est vraiment. Tu t'amuses beaucoup avec les célébrités. Juste à propos de GPT-4o, tu sais que moi je l'ai testé parce que la version audio n'est pas encore disponible. Hein. C'était à l'occasion de Vivatech où j'ai eu la chance d'avoir un entretien un peu privilégié avec quelqu'un d'OpenAI. Est-ce qu'on va l'entendre Alors j'espère bien qu'on va l'entendre. On va l'entendre prochainement. On l'entendra prochainement dans Monde Numérique, mais pas tout de suite. Et donc Et donc, il m'a montré sur son smartphone ce GPT-4. Et encore, on était à l'extérieur, il y avait du bruit. On était avec une mauvaise connexion, on avait juste de la 4G, etc. Et c'est bluffant. Le système répond en temps réel avec cette voix féminine qu'on a vue dans les démos, avec vraiment une impression de réalisme absolument incroyable. Et c'est ce que tu dis, ça avance à pas de géant, cette histoire-là. Ah, vraiment impressionnant. En tout cas, on suivra ça dans mon numérique à venir. L'autre truc, moi, que je voulais t'entendre, c'est, je l'ai publié, j'ai fait un texte là-dessus cette semaine, mais c'était il y a 30 ans, le groupe américain Aerosmith qui offrait on peut dire, la première chanson qui était disponible en téléchargement. C'était gratuit. Ah, mais moi, je sais pas. Moi, il y a 30 ans, j'étais un tout petit garçon. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a 30 ans, on pouvait t'entendre sur France Info, mais en tout cas. Bon. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'Aerosmith, salaud, avec sa compagnie de disques Geffen à l'époque, était vraiment précurseur. Ils avaient décidé de faire un coup de pub. C'était eux qui avaient été les premiers. Ouais. Ben, de grands groupes comme ça. Probablement qu'un individu qui avait bidouillé quelque chose dans son salon avait mis le fichier en ligne, là, mais de grands groupes, c'était la première fois. Et en faisant de la recherche, je me suis rappelé que au même moment, ça avait été sorti au mois de juillet, et un petit peu plus tard, ils avaient aussi fait une tournée virtuelle sur CompuServe, sur Prodigy, sur AOL pour rencontrer leurs fans. Rencontrer virtuellement, c'était dans le contexte d'une session de clavardage, là, de chat. C'était du chat par écrit. Hein. Oui, mais c'était quand même amusant. Là. C'était encore c'était là. C'était avant Internet. Enfin, c'était pas avant Internet, mais c'était avant vraiment la démocratisation d'Internet. Parce que tu parles de 1994, etc. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelait les services en ligne, les réseaux en ligne. C'était ce que vous aviez chez vous. Alors que vous aviez Minitel. Nous, on avait Minitel à l'époque, exactement, qui était plus répandu, qui coûtait moins cher, mais il n'y avait pas le son ni l'image. Bon, enfin, il n'y a pas l'image non plus sur CompuServe. Ouais, bon, la messagerie rose a fait fortune, puis il n'y avait pas de Ah bah oui, ça a fait la fortune et ça a créé les grands patrons du numérique d'aujourd'hui en France, chez nous. Xavier Niel, Raphaël Adjian, tous ces gens-là qui sont des anciens du Minitel. Bon, ben voilà, ça c'était pour la séquence nostalgie. Vieux crouton, n'est-ce pas Bruno? Merci beaucoup pour cette plongée dans le passé. À part ça, de quoi parles-tu cette semaine dans mon carnet? Écoute, c'est une excellente question. Je te dirai rapidement que y a Luc Sirois, qui est l'innovateur en chef du Québec, qui vient dans mon carnet. C'est un ancien collaborateur qui maintenant est le grand patron de l'innovation au Québec. Et il vient nous parler d'une enquête qui a été faite pour connaître, c'est un peu l'état des lieux de l'innovation dans les entreprises. C'est un comparatif entre le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, qui sont deux autres provinces canadiennes. Et puis, je parle aussi avec Mathilde Chiarelli, qui, elle, s'intéresse à l'impact des écrans, de l'intelligence artificielle sur les enfants. Et encore là, c'est fort intéressant d'aller développer là, des sous-sujets qui sont reliés à l'intelligence artificielle et l'impact qu'elle a sur nous. Sujet très intéressant et qui concerne évidemment beaucoup de gens. Monsieur Colombin, je vous salue et j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire. Ah, c'est gentil, Bruno. En effet, c'est mon anniversaire. Je ne chanterai pas bonne fête parce que j'ai pas les droits pour chanter ça sur un podcast, là, mais si je pouvais, t'aurais pu me faire une chanson par intelligence artificielle. Quelle bonne idée. Tiens, bon, merci quand même, Bruno. Allez, salut. L'innovation de la semaine.
Et oui, l'innovation de la semaine, ça faisait plusieurs semaines qu'on zappait cette rubrique, faute de temps. Mais là, je voudrais vous présenter un système qui est assez intéressant car il pourrait bien régler un des gros problèmes que nous avons parfois lorsqu'on essaye de discuter avec des gens dans un environnement bruyant. Par exemple, vous êtes dans un concert ou vous êtes dans un bar où il y a beaucoup de monde, vous voulez avoir une conversation un petit peu suivie avec une personne et impossible de s'entendre. Eh bien, ça pourrait changer grâce à l'invention de 2 ou 3 étudiants de l'université américaine de Washington. Une innovation qui permettrait d'intégrer dans un casque audio un système par intelligence artificielle permettant d'entendre une personne au milieu d'autres personnes qui sont en train de parler. Comment ça marche ? Eh bien, en fait, vous avez un casque équipé de ce dispositif. Vous fixez du regard à peine quelques secondes, quelques fractions de secondes la personne en question. Vous cliquez sur un bouton sur le casque. Et alors, un système va capturer un échantillon de la voix de la personne qui est en face pour l'identifier et ensuite pouvoir l'isoler des autres bruits ambiants. Du coup, une fois que le système est verrouillé sur cette personne, ça marche. Même si vous tournez la tête, pas besoin de continuer à la regarder en face. Pas mal, hein ? C'est plutôt astucieux, ce système qui, n'est pas encore commercialisé. C'est encore un prototype, un projet d'étude, mais ça semble assez compact, assez réaliste aussi, et ça pourrait finalement, sans doute, assez bien s'intégrer dans n'importe quel casque audio. D'ailleurs, les étudiants en question espèrent probablement un éventuel contact avec une grande marque pour développer leur invention sur le plan commercial. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez en description de cet épisode le lien vers le site de l'Université de Washington qui parle de ça, avec même une petite vidéo explicative. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, on passe aux interviews de la semaine de Monde numérique, l'hebdo. On va parler de l'intelligence artificielle au service de l'environnement, sujet passionnant et qui fait qui est le sujet du dernier livre de Gilles Babinet qu'on écoutera dans un instant. Mais avant cela, je vous propose de repartir avec moi un petit moment à Vivatech, le salon Vivatech qui avait lieu à Paris la semaine dernière. Il y avait beaucoup de sujets et je n'avais pas pu évoquer avec vous cette démonstration faite par Airbus. Un truc assez spectaculaire qui marie aéronautique et technologie. On va parler d'avions autonomes, reportage sur place. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde numérique l'hebdo premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés, long format, la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Jonathan Rigaud. Bonjour. Vous êtes responsable du programme Optimate chez Airbus et vous présentez à Vivatech un camion qui est en train de manœuvrer là juste derrière vous et qui en fait n'est pas un camion. On peut résumer ça comme ça. C'est un avion en réalité ce truc-là. Alors effectivement on l'appelle le Flying Truck. C'est un mix. Pour un contrôleur aérien ça sera un avion. Pour nous c'est un mix des deux. Donc qu'est-ce que c'est et pourquoi on le fait ? Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est ce Flying Truck, excusez-moi parce qu'il va avoir besoin de la place pour manœuvrer. Il faut qu'on bouge parce que voilà, c'est moi. C'est sûr que c'est un camion qui bouge. Voilà, qui bouge. Il décolle pas encore, mais c'est un simulateur volant. Okay. Alors roulant, pour nous volant, excusez-moi, je dis il ça. Roule, mais il simule un vol. Il peut simuler un vol, mais surtout au sol. Donc c'est toute la partie qu'on appelle taxi. Et qu'est-ce que l'on cherche ? C'est le fait que dans les 20 ans qui viennent, tout le trafic aérien va doubler. Et donc au niveau des aéroports, les aéroports ne vont pas doubler. Ils vont commencer à devenir saturés. Pour vous donner un chiffre, sur les top 100 aéroports... Là, attention, vous ne faites pas écraser par l'avion. Non, il a des systèmes de protection, justement. Normalement, il ne devrait pas m'écraser si on a bien fait notre travail. Donc je vous disais qu'en fait, sur les top 100 aéroports, il y aura plus de 62 aéroports en 2038 qui seront congestionnés, voire saturés. Et donc le temps au sol et aussi le risque au sol va augmenter, donc si on ne fait rien. Donc Airbus, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette problématique. Donc on cherche sur 3 axes. Le premier, c'est celui d'automatiser cette phase de taxi pour justement fluidifier le trafic.
Le deuxième, c'est collaborer, aider la collaboration et l'assistance entre le pilote, les pilotes, entre les compagnies aériennes pour décider quand est-ce qu'elles partent, mais aussi, surtout, avec le contrôleur aérien qui décide quel avion part à quel moment. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et là, on peut les aider avec de l'intelligence artificielle, plein de technologies que je pourrais vous décrire après. Et le dernier axe, c'est protéger. Protéger justement contre des potentielles collisions. Et aussi, il y a des règles sur un aéroport. Par exemple, il ne faut pas rentrer sur une piste de décollage où un avion va atterrir. Donc, c'est ces systèmes-là qu'on va tester. Donc maintenant, vous allez dire, mais pourquoi on a fait un camion ? Bah oui. Mais en fait, si vous regardez là, il s'appelle Opti Unité. Vous pouvez même le trouver sur Flight Radar, vous le verrez sur Flight Radar. Ah, sur l'application Flight Radar qui permet de suivre les avions, on trouve votre camion Exactement. Qui est représenté comme un avion. Exactement, parce que vous allez le voir sur des aéroports au milieu du trafic réel. Ok, Opti 1. Opti Unité, Opti 1. Et le but justement est d'aller se confronter à la réalité, au trafic réel, et de tester ces fonctionnalités-là. Donc tout le but, c'est de prendre toutes les technologies qui sont émergentes dans d'autres domaines, par exemple l'automobile, le spatial, tous les domaines de la mobilité, et pas que, la robotique aussi. On a bardé donc ce flying truck, si vous regardez au-dessus, je pourrais vous montrer après à ce niveau-là, si vous voulez me suivre. On l'a bardé de dernières technologies pour donner la perception. Donc par exemple, vous voyez en haut, vous avez des caméras. Vous avez aussi des lidars, donc c'est des capteurs basés sur des lasers pour voir l'environnement. Vous avez aussi des radars. Vous avez aussi du GPS, du positionnement de précision. Et nous, on aime beaucoup l'inertie aussi dans l'aéronautique. Donc tous les moyens pour savoir qu'est-ce qu'il y a autour de l'avion et où est-ce que notre avion se situe. Ça, c'est pour les automatismes et aussi pour pouvoir protéger. Mais ce flying truck n'a pas que ça. Il a aussi toute une partie, on l'appelle, c'est un véhicule hyper connecté parce qu'il a de la 5G avec plusieurs providers, mais il est aussi relié au satellite par du SATCOM. D'accord. Il peut switcher de l'un à l'autre pour justement être vérifié. Voilà, il est en train justement de se recharger parce que c'est un véhicule électrique. Et ce que vous voyez là, c'est la partie haut de l'iceberg. Ce véhicule est connecté, comme je vous disais, à une infrastructure cloud qui est la même qu'on a sur nos avions aussi, pour pouvoir justement avoir les informations de plein d'autres databases, d'être relié à la compagnie aérienne. Voilà, nous, on joue le rôle de la compagnie aérienne, on la teste, à Airbus, et aussi à l'ATC, faire ces échanges-là. Alors, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a alors ? Alors là, ça c'est pas que ces technologies. Effectivement, on appelle ça un flying truck. Excusez-moi, on va juste. Est-ce que tu pouvais ouvrir, montrer Elia, là vous trouvez notre pilote, entre autres Alain, qui a d'ailleurs conçu et qui est le papa du flying truck. Et là, vous voyez, c'est le cockpit les éléments du cockpit d'un A350. On a pris les éléments qui aident au guidage. Donc vous avez, là vous voyez au milieu ce qu'on appelle un Flight Control Unit, celui-ci, où on peut régler les automatismes en vol, parce qu'un avion aujourd'hui est automatique. 5 secondes après le décollage, on peut mettre le pilote automatique, et même jusqu'à l'atterrissage. Par contre au sol aujourd'hui, on n'a pas ces systèmes, donc on est en train de regarder qu'est-ce qu'on utilise. Donc par exemple, ce camion peut se piloter soit avec ces automatismes-là, peut se piloter avec la manette des gaz. Le joystick que vous voyez peut-être un peu de ce côté-là, normalement comme un avion. Alors au sol, un avion, on le pilote avec ça, là, ça s'appelle le tiller, c'est qui bouge la roulette de nœud. Donc on peut la roulette avant. Ce que vous regardez, une des spécificités de ce camion, c'est que c'est un camion, alors pas à commande de vol électrique, mais à commande électrique. Il n'y a pas, tu peux montrer Alain, il m'entend pas, il n'y a pas d'arbre mécanique. Donc typiquement, là, il y a un mode où il peut le conduire avec le volant, mais dès qu'on le met en mode avion, il conduit avec les manettes des gaz. Ça devient un avion. Ça devient un avion. Et même des fonctions qu'un avion n'a pas encore aujourd'hui. Donc on peut tester plein de fonctions. Donc ça, c'est la partie pilote. Et je vais vous montrer le backstage. Le backstage, c'est un véhicule pour pouvoir tester plein de fonctionnalités qui n'existent pas encore. Donc on veut les régler. On va être capable de tester des fonctionnalités qui viennent de start-up, par exemple, qui n'ont pas un niveau de maturité très élevé forcément, ou des fonctionnalités qui ont déjà un niveau élevé avec des gros groupes, et mixer ça là-dedans. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle, comme dans nos avions d'essai,
une station d'ingénieurs d'essai. Ah ouais. Donc venez, si vous voulez monter. Attendez, je vais prendre mon élan. Hein. Voilà. Allez, voilà. Là, vous avez nos Bonjour, ingénieurs messieurs. d'essai. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est justement lorsqu'on effectue un test, ceux qui vérifient que le test passe bien, vérifient, par exemple, changent les paramètres pour tester une nouvelle fonctionnalité, ce sont ces personnes-là. Donc là, vous avez Guillaume et Alexandre, par exemple, qui c'est notre spécialiste du guidage. Alors pour toute la partie camion, il l'a réglé, mais il le fait aussi, c'est la même personne qui le fait aussi pour notre avion. Parce que les meilleures technologies qui seront les plus prometteurs ici aux fonctionnalités, d'ici la fin de l'année, on va les tester sur notre avion réel. Enfin, là, ça sera plus le Flying Truck, ça sera notre A350 d'essai en vol, sur lequel on va tester ces fonctionnalités-là. En vrai. En vrai. Ce sera encore du test, mais ce sera sur un vrai avion. Sur un environnement où là, on pourra même décoller. Donc d'ici 2 ans, on va utiliser toutes les briques qu'on a étudiées et regardées, explorées entre les programmes précédents. Donc il y a eu Atoll, Dragonfly et maintenant Optimate, pour faire un vol complet de la préparation du vol, pour aider à savoir ce qui peut se faire jusqu'à le taxi, toute la phase taxi, mais aussi le décollage, la partie croisière et revenir à l'atterrissage. Donc voilà. Parce que la partie taxi, en fait, représente une charge mentale et une partie du travail du pilote qui n'est pas négligeable. En fait, jusqu'à présent, c'était un petit peu comme au début des voitures. Quand il n'y avait pas beaucoup de voitures, l'assistance, par exemple, pour se garer ou à faible vitesse, était peu utile. Mais là, avec les congestions et l'augmentation du temps, par exemple, à votre avis, combien de temps passe un pilote à rouler et pas à voler ? Alors, j'ai déjà la réponse, c'est 15%. Ah, vous avez la réponse, vous l'avez déjà entendu. Vous avez bossé le dossier, je vois ça. Effectivement. 15 à 20%. 15 à 20%. Mais ça paraît énorme. Par exemple, sur des courriers, par exemple, on vient de moi de Toulouse pour venir ici. Ouais. En passant par Charles de Gaulle, j'ai mis sur un vol d'1 heure, j'ai mis 20 minutes de roulage. Donc, oui, c'est vrai qu'on a l'impression quand on prend l'avion qu'on roule de plus en plus. Exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était beaucoup focalisé nos constructeurs aéronautiques en vol pour optimiser cette phase-là. Là, on commence à voir que ça prend quand même une part significative. Et jusqu'à présent, quand on atterrissait, le pilote n'avait plus d'automatisme. Donc faisait tout manuellement et aussi donc la charge mentale augmente. Donc nous, notre idée, c'est de donner les mêmes fonctionnalités à un pilote en vol et au sol, et d'aider nos pilotes au global. C'est pour ça que ça s'appelle Optimate, d'ailleurs. Et alors la partie en vol, oui. C'est la grande question. L'avion entièrement automatisé, c'est pour quand? Vous en êtes où? Alors, nous, notre idée, c'est encore une fois d'avoir le pilote au centre, les pilotes au centre de nos opérations. Donc, lui donner des automatismes, tous les automatismes qu'il faut pour ça. Alors, vous donnez une date. Je sais pas, notre objectif c'est surtout de monter le niveau de safety. Comme je vous ai dit, on va doubler le trafic aérien. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le nombre d'accidents, on est aujourd'hui le moyen le plus sûr au monde de transport, on veut rester le moyen le plus sûr, donc on doit augmenter encore notre niveau de safety. D'accord. Donc tous les moyens, là nous ce qu'on explore, c'est tous les moyens qui peuvent aider. L'automatisation est une voie, il y en a d'autres, et nous on est là pour explorer, savoir laquelle est la meilleure. Bon, on va patienter encore quelques années et puis ensuite on découvrira ça en vrai. Merci beaucoup Jonathan Rigaud. Et si cela vous démange de voir véritablement à quoi ressemble ce que vous venez d'entendre, eh bien, je vous prépare une petite vidéo qui sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Vous êtes multi-entrepreneur et expert du numérique, coprésident du Conseil national du numérique, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui s'intitule Green IA, l'intelligence artificielle au service du climat, paru chez Odile Jacob. Alors Gilles Babinet, l'IA on la pointe souvent et le numérique d'une manière générale sont souvent pointés pour leur impact environnemental. Et vous pensez que véritablement, au contraire, on peut aujourd'hui réconcilier intelligence artificielle et questions environnementales? C'est la thèse principale du livre. En fait, j'avoue que je ne cesse de lire des articles sur les méfaits
de l'intelligence artificielle. À maints égards, je pense qu'il y a beaucoup d'exagération, mais même si je reconnais qu'il y a un enjeu d'énergie assez clair, mais ce dont on parle absolument jamais, c'est le potentiel de l'intelligence artificielle pour décarboner et pour restaurer la biodiversité. Donc je pense que c'est des sujets qui méritaient d'être un peu mis en avant. Alors, de quelle manière, très concrètement, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que l'IA peut, et dans quel domaine, dans quel secteur, avec quel procédé, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à réduire l'impact environnemental de l'économie, finalement? Parce que c'est un peu ça la question. Exactement. Alors, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels ça peut avoir un impact important, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est ce qu'on appelle multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs pour réussir à faire en sorte qu'on limite les émissions de CO2, on restaure la biodiversité. Et le machine learning, c'est quelque chose qui est assez efficace pour traiter les environnements multifactoriels. Quand il y a plein de décisions à prendre simultanément, les machine learning sont souvent meilleurs que les humains pour ce faire. Un exemple assez concret, c'est l'agriculture. Un agriculteur, il fait face à des milliers, mais vraiment, j'exagère pas, des milliers de décisions. Avant, pendant, après. Avant, c'est qu'est-ce que je vais faire pousser l'année prochaine, qu'est-ce que je peux espérer d'avoir comme coût de la main-d'œuvre, coût de l'énergie, climat, voilà. Et pendant, c'est qu'est-ce qui se passe en réalité, qu'est-ce que je fais par rapport à ça, qu'est-ce que je mets comme intrant, qu'est-ce que je mets comme pesticide, qu'est-ce que je fais comme mécanisation, est-ce que ça pousse bien, est-ce que ça pousse pas bien, etc. Et puis après, c'est quand est-ce que je récolte, quand est-ce que je stocke, est-ce que j'expédie, voilà, c'est vraiment compliqué. Et on s'aperçoit que lorsque on met des agents intelligents qui sont multifactoriels pour traiter ces décisions, plutôt que d'en optimiser quelques dizaines, ils en optimisent quelques centaines, et de fait, on a une augmentation de la productivité et une large baisse des émissions de CO2, enfin plutôt de gaz à effet de serre dans le cas de l'agriculture, et donc il y a un potentiel qui est très très significatif. Est-ce qu'on est dans le théorique, Gilles Babinet, ou ce sont déjà des choses qui sont en service aujourd'hui? Alors, c'est des choses qui sont en service, mais à petite échelle. Donc, on peut dire qu'on est un peu en train de sortir du théorique. Il y a quelques grandes entreprises dans le monde. Alors, évidemment, il y en a une, c'est très polémique parce que c'est Bayer, c'est ex-Monsanto, qui sont très avancés sur ces sujets et qui arrivent à faire en sorte, on diminue notamment très largement la quantité d'intrants qu'on utilise, tout en augmentant la productivité. Mais ça nécessite, on le sait, l'IA, de la data de qualité, donc de la collecte de données, éventuellement du traitement, du raffinage de données. Est-ce que, du coup, ça ne réserve pas ces technologies à des géants et puis ce sera plus difficile d'accès pour des plus petits acteurs? Ouais, alors effectivement, on voit que c'est surtout l'agro-industrie, l'agri-industrie plutôt qui s'est emparée de ces sujets. C'est-à-dire au Brésil, dans les grandes fermes du Midwest américain, etc. C'est des sujets qui sont plutôt communs. À moyen terme, la théorie voudrait que ça profite aussi aux petits parce que, en fait, c'est un coût de distribution de l'IA qui est assez faible. Voilà. Le vrai sujet, c'est pas tant le fait d'avoir des capitaux pour accéder à l'IA, c'est le fait d'avoir de la bonne donnée. C'est-à-dire que quand je suis dans une ferme du Midwest et que j'ai, 800 hectares, en fait, je suis sur un contexte qui est très unifié. La donnée, elle est très homogène et les signaux noirs, c'est-à-dire les cas exceptionnels, sont assez rares. Quand je suis face à de l'agriculture familiale, par exemple, en Thaïlande, j'ai plein de types d'agriculture différentes, j'ai plein de pratiques qui sont différentes, j'ai aussi plein de contextes géologiques qui sont différents. C'est pas vraiment l'espèce d'énorme Beauce qui s'étend sur 100 km de profondeur. Tout change. Et donc, j'ai pas forcément la data. Et quand j'ai pas la data, je suis pas forcément très pertinent pour arriver à faire des recommandations qui sont utiles. Donc, pour le moment, on est plutôt sur la Beauce française ou la ferme du Midwest américaine, mais ça évolue assez vite. Alors ça, c'est l'agriculture. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs dans lesquels vous voyez des avancées Ouais. Il y a beaucoup de secteurs. Dans mon livre, je traite de 6 secteurs qui sont la façon dont on vit, la façon dont on travaille,
la façon dont on se déplace, les supply chains, c'est-à-dire la façon dont les marchandises se déplacent, la façon dont on produit et utilise de l'énergie, et puis des sujets comme par exemple le management des ordures. Et on voit que, alors j'aurais pu m'étendre à d'autres sujets évidemment, hein, mais on voit que dans tous ces sujets, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et que l'émergence, on va dire, de systèmes à base d'intelligence artificielle qui sont désormais beaucoup plus capables, change largement la donne. Mmh. Quand on s'était vu la dernière fois pour Monde Numérique, vous me parliez beaucoup de ce qu'on appelle la supply chain, l'approvisionnement. Hein, c'est toute cette mécanique qu'on ne voit pas forcément, que le grand public ne voit pas, qui est qu'est-ce qui se passe entre la production d'un produit jusqu'à la livraison et la consommation par les consommateurs. Là aussi, dans ce domaine, vous pensez qu'il y a une grande marge de progression et l'IA peut être positive ? Ouais, les supply chains, c'est un sujet passionnant. Enfin, moi, j'ai découvert ça ces derniers temps. En gros, quand je suis acheteur dans une usine, dans une industrie quelconque, j'ai quelques dimensions qui sont très importantes pour moi. C'est-à-dire, je veux que ça soit pas cher, évidemment, ce que j'achète là-dessus. Je veux que ça arrive vite. Ça, c'est la deuxième dimension. Puis la troisième dimension, c'est je veux que je sois sécurisé. C'est-à-dire que si j'ai une défaillance de mon fournisseur, j'en ai un autre sous la main. Mais j'ai d'autres dimensions dont on parle moins, qui sont, par exemple, la charge carbone, les externalités environnementales du produit que j'achète, etc., etc. Et donc, quand je commence à rentrer toutes ces dimensions, je suis perdu, j'arrive plus à prendre des décisions. Et c'est là aussi un environnement multifactoriel sur lequel le machine learning est potentiellement assez efficace. On met des poids sur chacune de ces dimensions, et puis on se rend compte que il y a des arbitrages nouveaux qui peuvent apparaître et qui sont souvent assez pertinents qu'un acheteur normal n'aurait pas été capable de créer. Moi, j'ai des cas concrets que j'observe autour de moi dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'électronique, où on arrive à modifier complètement les pratiques avec ce type d'approche. Justement, est-ce que vous pensez que les entreprises sont suffisamment au fait de tout ça et sont prêtes à adopter ces technologies ? Et puis en fait, quelle peut être la motivation première pour adopter l'IA ? Est-ce que vraiment ça va être par souci de préservation de l'environnement, ou bien il faut qu'il y ait quand même un bénéfice économique ? Il faut qu'il y ait un bénéfice économique, c'est ce que je raconte beaucoup dans la première partie de mon livre, c'est-à-dire que s'il n'y a pas ce qu'on appelle un signal prix, c'est impossible de décarboner, quoi. Pour le moment, l'environnement, c'est un service gratuit, et ça continue à l'être très largement. C'est-à-dire que j'ai le droit de polluer sans que on me dise, il faut que tu répares tes cochonneries. On commence à dire, tu peux polluer, mais il faut quand même que tu répares un peu. Par exemple, le coût du carbone, c'est probablement le 10e de son coût réel. Là où il est aux alentours de 60 €, moi je pense que le coût des externalités carbone, c'est probablement plutôt aux alentours de 400-500 €. Donc il y a vraiment une marge de progression très importante. C'est la même chose pour la biodiversité sur ce sujet. Mais par rapport à la productivité, je crois qu'il y a un sujet qui est important, c'est que aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de productivité pour pouvoir continuer à exister, pour pouvoir se développer, etc. Et ce qui se passe, c'est que plutôt qu'on leur dise, écoutez, vous devez réussir à être compatible avec la CSRD, avec les grandes réglementations environnementales, et c'est à votre coût. Là, aujourd'hui, le nouveau discours, c'est de leur dire, vous allez devoir être compatible avec la CSRD. L'IA va amener beaucoup de productivité. Une petite partie, ça va être à votre bénéfice, et une autre partie, ça va être au bénéfice de l'environnement. Et donc, ça rend beaucoup plus acceptable ce principe finalement de payer les services environnementaux. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais tout ça c'est du technosolutionnisme, c'est des patchs, mais en fait il n'y a que la décroissance qui peut être réellement efficace? Alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, ça m'arrive de faire des discours avec des décroissants. D'abord je leur réponds qu'en général ils sont pas très bons en économie. Ça m'étonne de voir des stars de la décroissance, à quel point ils sont faibles sur le sujet économique. Et puis, ce que je dis au début de mon livre, c'est que je pense que l'opposition à ces gens-là qui sont des technosolutionnistes n'ont pas pour autant raison.
Mon sentiment, c'est que l'erreur des technosolutionnistes, c'est de dire je vais pouvoir continuer à vivre demain comme je vis aujourd'hui sans faire évoluer mes usages. Et l'erreur des décroissants, c'est de dire la technologie, c'est structurellement mal, et pour pouvoir faire disparaître la technologie, on va faire évoluer massivement les usages, on va retourner à vivre comme des Amish. Et je pense qu'en fait, la juste raison, c'est de dire on doit mettre la technologie au service de l'environnement, et ça ne réussira qu'en faisant évoluer les usages. Merci beaucoup Gilles Babinet. Merci. Donc, coprésident du Conseil national du numérique, et votre dernier livre, Greenia, l'intelligence artificielle au service du climat, aux éditions Odile Jacob. C'est la fin de Monde Numérique, l'hebdo du 1er juin 2024. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Merci pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos commentaires également sur les plateformes de podcast. N'hésitez pas à poster un commentaire sur votre application préférée et puis à mettre des petites étoiles aussi. Et puis également à répondre au sondage de Monde Numérique en cliquant sur le lien qui figure dans la description de ce podcast. C'est très important pour recueillir vos impressions sur tous les épisodes de Monde Numérique que je vous propose au fil des semaines. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez aller faire un tour sur le site mondenumérique.info. Vous trouverez des articles complémentaires à ce que vous venez d'écouter. Et puis abonnez-vous à la newsletter de Monde Numérique. Voilà, ça permet de conserver également un lien écrit entre nous. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.